Lorsque j'ai commencé mes recherches chez les Wodaabe, qui sont des peuls nomades du Niger, jamais je ne me serais imaginé travailler sur le tourisme. J'ai commencé en fait à... Je m'éloigne. J'ai commencé en fait à travailler en 1994 et je suis allée suivre ce groupe en brousse, comme on dit, à dos de chameau. Et j'ai alors travaillé sur une micro-analyse du geste et essayé de voir quel lien on pouvait faire entre la mise en scène de la beauté physique dans la danse et l'affirmation identitaire des Wodaabe. Ce qui m'a amené un peu à déconstruire la catégorie de danse africaine, c'est-à-dire plus exactement à montrer en quoi c'était une construction historique qui découle des relations entre l'Afrique et l'Occident et des regards réciproques, avec sa part de stéréotypes. Et puis petit à petit, les Wodaabe m'ont amené sur des chemins que je n'avais pas imaginés, et ce qui montre bien que c'est souvent moins l'ethnologue qui guide l'enquête que les acteurs. Et donc, à partir des années 2000, j'ai travaillé sur la mise en tourisme à travers la danse. Et la danse s'est avérée être un angle de travail particulièrement intéressant dans les recherches sur le tourisme à deux niveaux. Le premier niveau, c'était qu'elle constitue en fait un argument récurrent pour louer nombre de destinations dites exotiques. Et donc ça devenait un enjeu touristique majeur autour desquels les acteurs étaient en train de s'organiser, et notamment autour de ce qu'on appelle le tourisme culturel, donc qui regroupait les États, organismes internationaux, les agences, les guides et les associations, et aussi les communautés locales. Et je me suis surtout en fait intéressée aux communautés locales, c'est-à-dire considérer comment finalement ces savoirs chorégraphiques devenaient par le canal touristique un moyen d'affirmer leur identité et de mener un certain nombre de revendications par rapport aux États. Et donc ça m'a amené à considérer la danse prise entre le regard de l'autre et le regard du groupe sur lui-même au cœur de cette affirmation et réaffirmation identitaire et politique. Le deuxième intérêt de la danse, c'était qu'elle permet d'analyser la relation, plutôt l'interaction touristique en tant que telle, puisque une des particularités de la danse, c'est qu'elle est fondamentalement interactive. Elle implique la coprésence des acteurs, et c'est cette coprésence justement qui est au cœur d'un ensemble de leviers politiques. Et donc ça m'a permis par une voie ethnographique de travailler sur le face-à-face complexe sur le terrain qu'il y a entre ce qu'on appelle les touristes et les visités. On va voir que ces catégories en fait sont beaucoup plus compliquées que ça. Donc c'est ce que je vous propose d'explorer avec les Wodaabe, les Peuls du Niger. Alors étant finalement dans un espace géographique, donc je disais je me sens parfois un peu exotique finalement ici, donc je vous donnerai juste les éléments de compréhension nécessaires à mon sujet sans rentrer dans le détail effectivement ethnographique, pour développer un peu plus des angles d'analyse qui peuvent se retrouver sur d'autres terrains et avec d'autres enjeux. Donc pour vous contextualiser un petit peu, donc les Wodaabe sont des peuls nomades, et d'eux ne sont diffusées en général que les danses. Et donc vous avez peut-être vu, vous les verrez plus en détail, mais c'est des danses où notamment les hommes sont alignés, soulèvent légèrement les talons en levant les bras et montrent le blanc des dents et le blanc des yeux, ceci pendant plusieurs heures, et bien sûr sans aucun instrument de musique. Donc c'est pourquoi ça ne correspond pas du tout à ce qu'on appelle danse africaine. Voilà. Et donc ces danses sont devenues petit à petit une vitrine culturelle du Niger, parce qu'elles fascinaient beaucoup.
Et même si le Niger est dans un tourisme que l'on peut qualifier de confidentiel, et on va dire les derniers événements d'enlèvement vont l'accentuer, de plus en plus de touristes sont arrivés aux fêtes locales, dont la cure salée d'Ingal. Et la cure salée, c'est un grand rassemblement de pasteurs qui a été intégré au circuit touristique en 1998. Or, en 2004, les Wodabé ont décidé de ne plus participer à cette cure salée, en expliquant que le gouvernement ne faisait pas assez attention à leurs revendications, alors que les touristes venaient principalement voir leurs danses. Et ils critiquaient aussi les Touaregs, donc un groupe assez proche, d'avoir la main mise sur la fête, et les Touaregs sont quand même un groupe revendicatif assez dominant. Du coup, ils ont décidé de boycotter la cure salée et de mettre en place une fête parallèle, donc l'alternatif du Niger. Donc une fête parallèle, alors je dis parallèle parce que vraiment ils se sont quasiment collés au départ sur les dates de la cure salée, dans le but donc d'attirer les touristes à eux et de mener ces revendications auprès du gouvernement nigérien. Et c'est donc ces danses et ce travail effectivement autour des danses qui était en tant que enjeu touristique un élément de revendication politique. Alors, pour mon exposé, je vais passer un petit peu par 3 étapes. La première, c'est ce que j'appelle les coulisses de l'Assemblée, c'est-à-dire vous donner un peu l'arrière-plan pour saisir un petit peu les éléments. Le deuxième élément, ça va être travailler sur la danse en tant que telle et les scènes de la danse. Et ensuite, dans un dernier point, travailler sur la question de l'authenticité, ce que j'appelais l'authenticité touristique à partir de ça. Alors, pour contextualiser un peu cette initiative de l'Assemblée, elle se cristallise et elle associe 2 dynamiques. Une dynamique d'opposition, on l'a vu, voilà, et une dynamique aussi de rassemblement. Parce qu'il faut savoir que les Wodabé sont divisés entre de multiples associations. Pour vous donner une idée, il y avait 44 associations Wodabé en 2009. Donc vous pouvez imaginer la dispersion. Chaque en fait association regroupant ce qu'on appelle une partie de lignage dans une région du Niger, dans le but d'attirer à soi les projets de puits, d'écoles, etc. Cet éparpillement a été aussi un élément assez important parce que petit à petit les Wodabé se sont dit pour peser, il fallait commencer effectivement par se rassembler c'est ce qui allait donner effectivement le plus de poids à leur revendication. Et donc ils ont mis en place un collectif, et vous avez un site internet si vous voulez aller voir, le collectif Jingo, qui associe ces différentes associations Wodabé. Alors pourquoi je commence par ça? C'est pour vous montrer que les destinataires de l'Assemblée ne sont plus seulement les touristes qu'il s'agit de capter, mais aussi les Wodabé qu'il s'agit de rassembler. Et en fait, un des destinataires de l'Assemblée, c'est les Wodabé, et ça va s'affirmer petit à petit parce que beaucoup de choses vont être faites pour eux, vu de coup, et pas forcément pour les touristes, qui sont le rouage, mais pas toujours le destinataire. De plus, c'était important de vous montrer cet élément pour considérer combien les Wodabé sont actifs dans leur mise en tourisme. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui ont mis en place alors tout un ensemble d'éléments. Ils ont invité les différents chefs locaux, ils ont informé les agences touristiques qui étaient un rouage essentiel entre eux et les touristes. Ils ont mis en place, ils savent très bien user d'Internet, donc ils ont mis en place un site web, lancé un ensemble d'invitations par Internet, et finalement je suis arrivée jusqu'à eux aussi par ce biais-là. C'est-à-dire qu'ils m'ont invité à cette fête via Internet. C'est intéressant aussi inversement de perspective parce qu'on voit qu'au Niger, ce n'est pas du tout les Wodabé, les touristes qui sont forcément à la recherche des Wodabé, c'est les Wodabé qui initient le mouvement touristique dans un contexte où, à la différence des Dogons, les Wodabé sont peu connus du grand public. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un ensemble de personnes, il n'y a pas besoin de faire cette information. Les Wodabé
à peu près personne ne les connaît, donc ils sont vraiment extrêmement actifs par rapport à cette mise en tourisme. Mais la dynamique est un peu plus interactive, c'est-à-dire que les présidents d'associations en fait viennent depuis de nombreuses années en France pour vendre des bijoux et danser dans des festivals. À l'invitation d'ailleurs d'Occidentaux qu'ils ont rencontrés au Niger. Et c'est lors de cette venue qu'ils ont intégré un certain nombre de notions, notamment les droits indigènes. Ils vont beaucoup s'appuyer sur les notions de droits indigènes pour faire revendiquer leurs droits. La notion aussi de tourisme solidaire, etc. Et donc ils vont, au cœur de ces interactions en fait, avec les Occidentaux, ils vont forger leur idée d'assemblée. Et aussi un autre rôle essentiel, c'est que les Wodaabe étant dans une rivalité initiale assez importante, en fait les Occidentaux vont être un rouage local entre ces différents groupes. C'est en fait, comme on fait la généalogie de l'idée de l'Assemblée, c'est une Française qui a croisé un premier Wodaabe et qui lui a demandé quel était son projet. Et lui, son projet était de rassembler tous les Wodaabe. Ça, c'était en France. Elle en a rencontré un deuxième au Niger qui a dit je suis en train d'écrire une lettre au gouvernement pour dire qu'on s'oppose à l'Assemblée, à la cure salée. Et c'est elle qui a dit mais pourquoi vous vous rencontrez pas? Vous avez apparemment des idées communes. Et donc, c'est à partir de cette rencontre de part et d'autre qu'ils se sont assemblés et qu'ils ont développé cette idée. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique totalement interactive. Alors avec une initiative parfois des Blancs qui pour reprendre le terme le terme local, c'est des initiatives des Blancs qui parfois leur échappent d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas du tout ce but-là et c'est une véritable réutilisation et réinterprétation. Du coup, l'assemblée s'est petit à petit mise en place et il va y avoir plusieurs moments au cours de cette assemblée. Le premier moment sur lequel je vais passer assez rapidement, c'est des réunions, des débats au cours desquels les Wodaabe vont échanger autour de leurs difficultés, notamment l'accès au territoire, etc. Les solutions qu'ils envisagent et pour lesquelles ils souhaitent revendiquer auprès du gouvernement, mais aussi solliciter un certain nombre de projets. Donc là, les Wodaabe sont le centre de l'événement et pour vous l'illustrer très rapidement, aucun des discours n'est traduit aux touristes. Donc, qui étaient parfois très désappointés par la situation, mais où ça participait un peu à l'authenticité du moment. Donc vous pouvez imaginer des débats tout en full day avec des Wodaabe dans des costumes et les touristes qui étaient au milieu et qui attendaient que les choses se passent. Et en fait, du coup, les contacts vont se faire concrètement entre Wodaabe et ces Occidentaux via la traduction. C'est-à-dire, on dit, on va t'expliquer ce qui se passe, et c'est en fait très concrètement à partir de ça et des interactions personnelles que les projets se sont finalement petit à petit montés. Alors, en plus de ces moments pas forcément destinés aux touristes, avaient lieu les danses, qui étaient notamment grandement faits pour les touristes, puisque lorsque les touristes arrivent, ils doivent payer une cotisation, c'est le terme utilisé, ils doivent payer une cotisation avec différents degrés. Donc vous avez la cotisation avec photo, sans photo, avec caméra, sans caméra, donc vous avez tout un aspect très technique à l'intérieur de ça. Et donc il va y avoir beaucoup de danses réalisées, mais en fait deux principales occasions. La première occasion, ce sont les danses quotidiennes qui ont lieu comme dans tous les rassemblements Wodaabe. Dès que les Wodaabe se retrouvent, ils dansent. Et là, il va y avoir bien sûr de nombreux touristes, mais aussi de nombreux jeunes Wodaabe qui vont danser pour séduire les spectatrices Wodaabe qui sont là, puisque c'est un des grands enjeux des danses Wodaabe, et aussi pour attirer les objectifs des touristes dans un but de valorisation de soi. C'est-à-dire qu'il y a un jeu important, plus on attire d'objectifs de touristes, plus on est valorisé auprès des jeunes filles. Et dans cette mise en place des danses quotidiennes, les modalités ne sont absolument pas modifiées. C'est-à-dire que c'est des danses qui sont réalisées comme dans un cadre festif ou cérémonial.
En revanche, dans le deuxième moment, les modalités changent. C'est en fait lorsque les Wedabé reçoivent des hommes politiques qu'ils ont invités. Et à ce moment-là, il va y avoir une manifestation particulièrement organisée. Et c'est cette manifestation que je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les danses quotidiennes, mais qui sont les danses réalisées lorsque les hommes politiques arrivent. Donc j'ai fait exprès de ne pas traduire pour être vraiment dans une situation comme les touristes. Et voilà l'arrivée.
Les discours de part et d'autre, et l'arrivée de jeunes Wodaabe qui agitent des drapeaux nigériens. Alors, j'ai choisi cette séquence parce qu'elle illustre le fait que même si les danses paraissent secondaires, elles sont le pivot de la situation. En fait, il y a une mise en scène assez importante, alors qui ne tient pas du tout à l'alignement, puisque ça fait partie des figures chorégraphiques, mais à la composition de l'alignement, puisque vous avez vu aligner des hommes et des femmes, ce qui n'existe jamais chez les Wodaabe, et vous avez vu aligner plusieurs danses qui ne sont jamais réalisées ensemble. Le but des Wodaabe, m'ont-ils expliqué, était de mettre en scène, de mettre en avant la culture des Wodaabe, les points forts et les éléments clés de leur monde chorégraphique, face aux Wodaabe qui regardent, aux touristes qui photographient, je pense que vous l'avez vu, hop, aux touristes qui photographient et aux autorités qui passent. De plus, ils ont aussi voulu, avec l'arrivée des jeunes avec les drapeaux, mettre en scène l'appartenance des Wodaabe au Niger, c'est-à-dire leur droit de vote, très concrètement par rapport aux hommes politiques. Alors cette mise en scène peut être tout d'abord analysée comme une chorégraphie politique selon la théorie d'Anthony Shaw. Il a travaillé sur les troupes de danse folklorique et en montrant comment ces troupes étaient des vitrines politiques pour les États-nations. Et on se rend compte qu'il y a absolument les mêmes phénomènes, ce même jeu politique se retrouve du côté des communautés face à ces États-nations. Les Wodaabe jouent en fait sur l'ethnicité et le nationalisme pour revendiquer un certain nombre de droits. Mais l'enjeu politique de la situation ne tient pas uniquement au contenu spécifique, mais à la présence des acteurs que les performances impliquent. À deux niveaux. Le premier niveau, c'est les jeux de regard. La mise en scène, en fait, ne fonctionne que si les trois regards, c'est-à-dire les touristes, les politiques et les Wodaabe sont réunis. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les danses commencent véritablement. Vous avez vu au début, on entend en fait une bande sonore enregistrée et envoyée par les microphones. Et en fait, les Wodaabe ne dansent pas. Tout le monde attend. Et ce n'est que quand les politiques arrivent que les Wodaabe se mettent à danser. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait les trois regards pour qu'à ce moment-là, la danse commence. Et ça montre que c'est vraiment les interprétants qui créent les signes et c'est l'emboîtement des regards qui font de l'importance du moment, c'est-à-dire c'est quand les politiques regardent les touristes qui regardent les Wodaabe. Et c'est là où ça fonctionne. Mais c'est un peu plus compliqué puisque finalement c'est un phénomène de diffraction qui se met en place, c'est-à-dire que les Wodaabe modifient leur danse selon les idées qu'ils se font des attentes des touristes, mais surtout ce qu'ils imaginent être des arguments efficaces auprès des autorités sans savoir si ces arguments vont être efficaces. C'est-à-dire c'est eux leur propre idée qu'ils se font que c'est ça qui va être efficace sur scène. Du coup, on passe d'une chorégraphie à ce que j'ai appelé une dramaturgie politique qui prend en compte à la fois la convergence des regards et la diffraction des interprétations. Et pour ça, je vais revenir un moment sur l'authenticité et l'appréciation au niveau de l'authenticité. Il faut vraiment prendre en compte les points de vue. On ne peut pas considérer sans les points de vue. Et le dernier élément, c'est que ces danses donnent matériellement l'occasion aux chefs Wodaabe d'exposer leurs revendications auprès des officiels. C'est-à-dire, vous avez vu, c'est le moment où les officiels après s'installent. Et là, les Wodaabe n'ont jamais accès au ministre. C'est le seul moment où ils ont accès directement aux ministres et les ministres sont venus parce qu'il y avait des touristes. Donc c'est vraiment ça qui donne matériellement l'occasion d'avoir un accès direct aux politiques. Donc je pense qu'on voit comment cette danse, dans un cadre touristique sans développer plus, est vraiment un lieu politique particulièrement important, sachant que les Wodaabe sont dénigrés au Niger, comme beaucoup de peuples nomades, et on estime que c'est vraiment des personnes sans intérêt par rapport, par exemple, aux Touaregs.
Et donc, je finis sur cette partie sur un témoignage. Les Wodabé, tu sais, ils ne sont pas au gouvernement, il n'y a pas de Wodabé dans la justice, il n'y a pas de Wodabé dans l'administration, il n'y a pas de Wodabé dans les organismes qui ont de l'argent, nous ne sommes pas dans les affaires du pays. Les Touaregs font la rébellion, les Wodabé l'assemblée. Ce qui m'a amené à reconsidérer cette question du coup de l'authenticité et de l'inauthenticité touristique. Alors, à quel niveau que je vais essayer de réduire au maximum, le premier élément, c'est de déconstruire finalement la catégorie danse touristique. En fait, les danses, on voit dans l'assemblée, ont des modalités extrêmement différentes et elles sont finalement à la fois touristiques et autochtones. En fait, on se rend compte que la classification utilisée en recherche ne donne pas toute sa dimension à l'imbrication des contextes, des pratiques et des acteurs. Et pour vous montrer juste l'imbrication des acteurs, en fait, c'est les jeunes Wodabé qui vont aux danses. Les vieux, eux, vont aux réunions politiques, mais pas du tout aux danses. Et de même, dans ce qu'on appelle les touristes qui viennent via des agences de voyage vont aux danses, mais les voyageurs qui connaissent les Wodabé depuis longtemps et connaissent leur culture, eux, dénigrent ces danses qu'ils appellent danses touristiques et ils préfèrent les danses de nuit qu'ils estiment plus informelles. Et il y avait même, alors assez intéressant, une contre-programmation, c'est-à-dire un blanc qui trouvait que ces danses touristiques, il y en avait un petit peu marre, et donc il a fait une contre-programmation, c'est-à-dire il a fait venir des danseurs Wodabé qu'il connaissait bien pour faire des danses anciennes, etc. Donc il y avait un enjeu assez important qui fait déjà éclater la figure du touriste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un touriste, il y a beaucoup de parcours et il y a beaucoup de positionnements différents, où en général, chez les touristes, le touriste, ça reste l'autre. C'est-à-dire que pas une personne ne s'affirme comme touriste. On va s'affirmer voyageur, etc., mais pas du tout touriste. Et la présence à la danse touristique en est un élément à leurs yeux. De plus, par rapport... Bon, j'ai le temps, c'est bon. D'accord, c'est bon. Ce qui permet de considérer en retour la position des Wodabé, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre à des attentes qui se construisent en termes antinomiques entre les touristes et ces voyageurs, sachant que tous les deux sont importants pour eux. Et donc, ils rentrent parfois dans cette hiérarchisation touristique en rassurant les voyageurs, en disant vous n'êtes pas des touristes, vous êtes de la famille. Pour quand même arriver à hiérarchiser. Et c'est vrai qu'on est très souvent le blanc de telle famille. Ça c'est un élément assez important. À travers cette remise en question du coup de la catégorie danse touristique, moi pour mon terrain, je ne peux pas utiliser la catégorie danse touristique. Ça ne fonctionne pas. Du coup, ça m'a amené à reconsidérer la question de l'authenticité et de l'inauthenticité souvent associée aux danses touristiques. Alors, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de considérer le jeu qu'il y a entre catégories scientifiques et touristiques. En fait, on se rend compte que la notion d'authenticité apparaît de manière récurrente dans les travaux d'anthropologie du tourisme et que finalement, c'est le regard ethnologique qui a contribué à former cette catégorie en participant à l'idéalisation des sociétés exotiques. Et c'est l'ethnologie qui a instillé le soupçon de l'inauthenticité du phénomène touristique. C'est-à-dire cette idée, très souvent dans les ouvrages ethnologiques, que le touriste est sans cesse trompé, se contentant de pseudo-événements, d'une connaissance faussée et superficielle, donc inauthentique, alors que le scientifique, l'anthropologue, voit derrière les apparences. C'est-à-dire que ce jeu entre authentique et inauthentique s'explique par une volonté de différenciation des anthropologues par rapport aux touristes. Le touriste est pour l'ethnologue un voyageur encombrant avec lequel il n'aime pas être confondu. C'est la bête noire de l'anthropologie, le touriste. Et c'est une bête d'autant plus noire que la frontière n'est pas si nette entre ethnologue et touriste pour les sociétés d'accueil, et qu'il y a une longue histoire entre le tourisme et l'anthropologie. À la fois les discours anthropologiques ont nourri les discours touristiques et beaucoup en fait de touristes ont lu les ouvrages ethnologiques quand ils arrivent sur place. Donc on ne peut pas séparer les deux. Et donc on se rend compte que les anthropologues sont devenus malgré eux des acteurs du tourisme. Ils ne voulaient pas être confondus, mais ils ont été rattrapés.
Ils sont devenus des acteurs du tourisme et les notions analytiques qu'ils ont forgées, finalement, recirculent et est devenue une catégorie touristique indigène, pour reprendre le terme, c'est-à-dire du côté des touristes. Et on se rend compte, quand on regarde la hiérarchisation, que l'authenticité et les critiques, finalement, sont reprises par les touristes eux-mêmes. Cette idée de l'authentique, l'inauthentique et qu'on n'est pas le touriste. Le deuxième niveau d'analyse, c'est l'authenticité et la perte. En fait, cette vision de l'authentique et l'inauthentique est souvent liée à la hantise de la perte et de la transformation, ce que l'on peut associer à la place de l'écriture. Pour reprendre l'analyse de Gérard Lanclus dans La tradition n'est plus ce qu'elle était, l'écriture est une arme absolue pour contrôler l'exactitude de la reproduction. Elle introduit la notion de modèle et de répétition à l'identique, alors que les sociétés dites à transmission orale admettent des divergences entre les versions. Et lorsqu'il y a une divergence, les acteurs ne sont pas déroutés, seuls les autres le sont. Donc, cette question de l'authentique ne se pose pas forcément pour les acteurs. Les Wodabé ne se posent pas forcément la question est-ce que c'est authentique ou pas authentique. Pour eux, c'est fondamentalement important. Et où parfois elle se pose par effet retour, et c'est ce que montre par exemple Anne Doquet chez les Dogons. Elle montre combien les écrits de Marcel Griol ont contribué à forger un modèle réapproprié par les Dogons et qui devient le modèle de Dans ces Dogons. Donc c'est les effets retours de l'écriture. Et donc cette question de l'authenticité est aussi associée, et cette représentation de l'authenticité comme quelque chose qui ne doit pas perdre, est en fait lié à la notion d'écriture. Le dernier élément, c'est sur la notion d'authentique et de mise en scène. Parce que cette question de l'écriture, par exemple, est particulièrement importante par rapport aux créations plastiques, et c'est aussi ce qui m'a intéressé par rapport à la notion de signature. Je pense qu'il y a aussi un enjeu assez important autour de la notion de signature et du coup de mise en modèle à travers cette signature qu'il faut du coup réfléchir. Donc c'est vraiment cette idée de l'écrit qui est important pour les créations plastiques, mais il faut introduire les arts vivants et la spécificité des arts vivants est que par définition le modèle est mobile, c'est-à-dire qu'on est obligé de répéter et qu'il n'y a pas forcément un modèle défini et fixe. Du coup, très souvent dans les arts vivants, l'inauthenticité est associée à la notion de mise en scène. Et ce qui serait inauthentique serait ce qui est mis en scène. Or, quand on regarde le travail des Wodabé, il y a deux niveaux. D'abord, en fait, cette production a plusieurs niveaux de perception. Alors, je vous ai dit, bon, c'est assez rapide, vous avez en fait une vieille femme qui passe. Et c'est en fait une présence qui est absolument indiscernable pour les touristes et les autorités, mais qui est fondamentale chez les Wodabé. En fait, c'est une vieille femme qui passe lors des danses pour se moquer des vilains danseurs et désigner les plus laids d'entre eux, ce qui est une humiliation suprême chez les Wodabé. Et donc, en fait, il y a un signe fondamental d'authenticité pour les Wodabé, mais qui n'apparaît qu'aux Wodabé. C'est pour ça qu'il y a plusieurs, finalement, niveaux de perception et plusieurs points de vue sur cette même scène. Et donc, ce qu'il y a comme une mise en scène, en fait, il y a des niveaux fondamentaux de présence d'authenticité. De plus, en fait, on se rend compte que la mise en scène, elle n'est pas du tout faite pour les touristes, mais elle est faite pour les politiques. C'est-à-dire que c'est pour ça que les danses dites touristiques ne sont pas transformées. La mise en scène, elle a un enjeu politique. Et donc le moment dit le plus artificiel, c'est-à-dire le deuxième moment que je vous ai montré, est en fait le plus authentiquement politique pour les Wodabé. Et on se rend compte que mettre en scène sa culture les conduit à réaffirmer leur identité. Et le reflet dans l'objectif du touriste et dans l'œil des autorités le renforce. Donc ce moment, loin d'être une artificialité, est un moment de réaffirmation identitaire en réinventant les signes de cette identité dans ce contexte-là. Donc on arrive à l'idée que la mise en scène est souvent une notion mal comprise et mal considérée et qu'il faut analyser vraiment le détail
des modalités d'exhibition. Et on se rend compte aussi de l'importance d'introduire les notions de réception, c'est-à-dire réception pour les acteurs, mais aussi d'interprétation. C'est-à-dire qu'il est important de considérer l'interprétation des touristes et leur diversité. Par exemple, lorsque vous avez un élément dit moderne, alors je prends comme exemple, c'est plus illustratif, une montre dans les danses dogo, la présence de la montre. Les éléments, les interprétations des touristes sont très différentes, c'est-à-dire que certains le considèrent comme vraiment du coup inauthentique, puisqu'il y a cette trace de modernité dans ce qui vont être de la tradition, et d'autres considèrent que cet élément de modernité est authentique parce que une danse vraie est une danse qui bouge et qui introduit de la modernité. Donc ils n'ont pas forcément le même point de vue sur ce qui serait authentique. Et c'est la même chose sur ce que j'ai appelé les visités, c'est-à-dire que la communauté a sa propre compréhension de l'authenticité et son évaluation par les étrangers. C'est-à-dire qu'ils se mettent eux-mêmes dans l'idée, qu'est-ce que ça peut être les attentes des touristes. Et c'est du coup la mise en place de ce qu'on appelle l'authenticité émergente, c'est-à-dire quand une représentation mise en scène devient un événement authentiquement social pour les acteurs, c'est-à-dire dans cette idée d'authenticité émergente où il y a impossibilité de se référer à un original. C'est vraiment dans cette mise en place-là. Du coup, en conclusion, et ça va être très rapidement fait, ça m'a amené les danses engagent finalement une anthropologie du tourisme à l'interface du spectacle et du politique, en dégageant trois pistes de travail, le lien entre l'imaginaire et les pratiques. Et ce que j'ai trouvé important, c'était de considérer les activités du point de vue imaginaire, mais combien cet imaginaire avait des effets retour sur les pratiques et interagissait. C'est la question centrale de l'interprétation à ses différents niveaux, c'est-à-dire l'interprétation aussi, et j'ai voulu insister sur ça, c'est-à-dire sur l'interprétation des Wodaabe et des acteurs eux-mêmes qui ont une part active dans cette mise en place et qui se positionnent par rapport aux caractéristiques qu'on leur attribue. Et dernier élément, c'est ce que j'ai appelé le boomerang de l'anthropologie, c'est-à-dire cette idée que l'anthropologie, en mettant en place un certain nombre de catégories, en fait, a un effet retour qui a le paradoxe assez difficile mais assez régulier, qu'au moment où elle déconstruit les catégories qu'elle a construites, elles deviennent opératoires pour les acteurs parce qu'elles ont été réappropriées et elles leur échappent. Et il y a un ensemble de catégories comme ça où au moment où on se rend compte que c'est une catégorie complexe, on ne peut plus s'en passer parce qu'elle est passée dans les pratiques. Et les danses exotiques en tant que lieu d'imaginaire permettent, et effet sur les pratiques, permettent de considérer le destin croisé entre l'anthropologie et le tourisme et de considérer finalement les liens entre les écrits dits scientifiques et les pratiques des acteurs, c'est-à-dire ce qu'on a tendance à séparer. On se rend compte qu'on est obligé sans cesse de penser les allers et retours entre ces écrits dits scientifiques et ces pratiques concrètes. Voilà. Merci Mahalia pour cette conférence riche qui lance beaucoup de pistes, je crois. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de questions. Voilà, le débat est lancé. Peut-être Monique. Merci Mahalia pour cette très intéressante présentation qui bouleverse un peu le visage des analyses touristiques qu'on fait généralement, ne serait-ce que par le repositionnement des acteurs. Et j'aimerais t'entendre là-dessus parce qu'effectivement, très souvent, on analyse l'aspect touristique en plaçant toujours le touriste comme le destinataire principal. Et là, le touriste n'est pas le destinataire, mais il y a quand même un autre rôle qu'il joue qui m'apparaît aussi important, qui est celui d'un catalyseur.
moi, il m'est apparu évident que le touriste est un catalyseur d'une espèce de mise en contact entre, d'une part, les officiels et les Wodabé. Parce que s'il n'y avait pas de touristes, est-ce que cette mise en contact aurait lieu quand même? Sinon, si tu me dis non, il n'y aurait pas lieu. Il y a quand même une certaine mise en scène temporelle, ne serait-ce que toutes ces étapes que tu nous as montrées, là. Et puis, ce qui m'a étonné aussi, c'est la place du touriste dans l'espace officiel, alors que les Wodabé étaient cordés derrière, sans bouger. Il y avait un espace vierge qui était normalement sans doute réservé aux officiels, mais où les touristes se baladaient en prenant les photos des têtes aux dents blanches, comme tu nous as si bien expliqué. Alors, s'il n'y a pas non plus cette prise de photos des touristes, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des gestes attendus des Wodabé qui sont ces interventions par le touriste? Et du coup, il y a une récupération, donc encore une fois, du touriste dans ce geste culturel, cet événement. Alors, sur la notion effectivement de catalyseur, je pense que c'est fondamental et il n'y aurait pas cette mise en contact sans les touristes. Vraiment, c'est le touriste qui a été vraiment l'élément central. Alors sur, du coup, là, j'ai pas pu vraiment analyser tout le détail effectivement de la scène. On voit que le touriste en fait fait totalement partie de la mise en scène, puisque c'est en fait ces prises de photos, ces prises de vue sont totalement valorisées, bien sûr, par les Wodabé. Et par exemple, pour eux, je ne prends jamais assez de photos. Voilà. Je suis un mauvais touriste. C'est un geste complètement attendu et qui participe vraiment de l'importance du moment. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, vous avez un grand personnage blanc et les Wodabé se prennent en photo eux-mêmes. Donc, il y a un rapport assez important, effectivement, à la photo, d'autant que, bon, pour reprendre aussi l'arrière-plan, la beauté physique est un critère identitaire chez les Wodabé. Cette place de la beauté physique, et du coup l'image est un élément absolument fondamental, et c'est pour ça que la notion aussi de mise en scène est un peu moins importante, parce que c'est des danses totalement spectaculaires. Il y a vraiment une mise en spectacle assez forte dans la structure de départ. Par contre, sur l'espace, ils ont absolument reproduit l'espace dit traditionnel, c'est-à-dire que vous avez une ligne de danseurs et un arc de cercle de public. Et en fait, dans le déroulement, vous avez des gens du public qui vont aller féliciter les danseurs et qui s'avancent dans l'espace jusqu'aux danseurs, donc ils vont faire paume pour féliciter le danseur. Et donc là, c'est le touriste qui a ce rôle-là. C'est-à-dire, c'est lui qui va prendre les photos, alors que c'est absolument l'élément de valorisation, sauf que du coup, l'élément de valorisation, c'est le touriste. Et son objectif. Parce que... ouais. Donc il y a vraiment une totale imbrication. Et c'est pour ça qu'il y a des niveaux en fait d'analyse où il faut revenir sur la notion de mise en scène, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments communs avec d'autres contextes. Et aussi des éléments différenciés. C'est un modèle inversé. Oui, c'est un modèle inversé, ouais. Peut-être d'abord Jessica, peut-être. Par le micro. Pour reprendre le terme de Madame Desroches de catalyseur, en fait, la lecture que tu viens de faire m'a fait penser enfin, c'est une lecture que je fais, on dira si c'est cohérent ou pas, de voir l'espace touristique finalement comme catalyseur des préjugés entre ce qu'on pourrait dire l'insider et l'outsider, et préjugés basés sur l'apparence physique, a priori là en l'occurrence le noir-blanc. Et je voulais savoir si finalement comme tu nous as présenté le tourisme finalement qui a différentes aussi identités, c'est complètement une nouvelle lecture qui déconstruit aussi peut-être les préjugés qui peuvent être mis en amont au premier abord finalement. Donc de voir le touriste comme quelqu'un aussi de pluriel et de repenser toute cette question du préjugé en rapport avec l'espace touristique. Alors tout à fait, sur cette opposition noir-blanc qui est à la fois très explicite en Afrique, c'est-à-dire c'est quelque chose dont, voilà, c'est
la construction du monde, mais on se rend compte qu'après, à l'intérieur, il y a finalement par exemple, ne serait-ce que la différenciation des Wodabé et des Touaregs, et il y a cette différenciation effectivement au niveau des touristes où il y a un ensemble de personnes qui sont identifiées de manière extrêmement différente, selon tout un ensemble d'éléments assez effectivement différenciés. Sur cette question du stéréotype, c'est une question qui m'intéresse beaucoup par rapport, notamment à justement la catégorie danse africaine et aussi son pendant aussi stéréotypé. Je reviens sur danse occidentale par la danse classique, qui est finalement aussi stéréotypée. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est de travailler sur ce stéréotype, mais aussi la réinterprétation. La réinterprétation du stéréotype, et donc travailler sur vraiment les regards, et c'est l'aspect un petit peu compliqué, c'est aussi les regards qui se regardent, quoi. C'est-à-dire comment finalement un stéréotype il va être joué finalement par les acteurs, mais il va être en même temps réinterprété. C'est cette image, par exemple, pour vous l'illustrer, de Joséphine Baker, quand Rolf de Marais l'a programmée, il lui a dit danse nègre, danse africain, et elle était noire américaine, donc elle a dansé selon l'idée qu'elle se faisait de l'Afrique, mais elle a dansé aussi selon son interprétation de ce que pouvaient être les attentes de la personne qui lui dit danse africain. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est de travailler du coup sur la question de la réception, pour reprendre des éléments, mais d'introduire obligatoirement dans cette question de la réception la question de l'interprétation. On ne peut pas les séparer, en fait. Il n'y a pas une réception pure. Donc, on est obligé de penser cette réception par rapport à l'interprétation. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit de diffraction, parce que après, c'est un phénomène où tout s'emboîte à l'intérieur. Oui, par rapport à ce qu'a dit Monique, et cette histoire, justement, il y a les touristes, vous avez expliqué que les touristes, donc si j'ai bien compris, prennent la place des autres peuples si ça avait été un truc entre eux. C'est bien ça? Est-ce que les touristes ont conscience de ce rôle qu'ils jouent? Non, pas du tout. Non. Donc les peuples savent, mais eux, ils ne savent pas. Oui, non, ils ne savent pas. D'accord, ok. Très intéressant. Ils ne savent pas, tout comme quand la vieille femme passe, ils ne savent pas. Non, il y a beaucoup de choses qui leur échappent. Donc, en fait, ils sont acteurs sans le savoir. Sans le savoir. D'accord. Et juste une petite question. Je crois avoir compris que vous avez dit quelque chose dans le sens que la danse implique la présence de l'autre. Est-ce que vous voulez dire chez les Peuls ou en général? De façon, on va dire, générale, alors chez les Peuls, bien sûr, la définition dans les mots, le problème des mots, les Wodabé disent fidio pour danse, c'est-à-dire pour nous danse, c'est-à-dire fidio c'est le jeu, l'amusement, et notamment un des éléments, ils disent une belle vie de Peul, c'est un Peul qui va avec le troupeau et deux qui dansent, et le lendemain c'est un qui va et deux qui dansent, parce qu'on danse jamais seul. Donc, de toute façon, la danse est par définition un élément collectif. Donc chez les Peuls, chez eux. De façon plus générale, donc là c'est quelque chose, peut-être on pourra en discuter avec lui, c'est aussi parfois cette différenciation où par exemple la danse et le support vidéo a un usage différent de la musique et le CD. C'est-à-dire qu'il y a un rapport effectivement à la danse qui ne se diffuse pas beaucoup par en fait support vidéo, à part effectivement les clips, et bon, il y a de nouveaux mouvements sur le support vidéo. Mais il y a quelque chose de très interactif dans la danse, c'est-à-dire que les touristes, ils veulent aller voir la danse sur place réalisée par les acteurs locaux eux-mêmes. Et donc c'est pour ça que je trouve que cette dimension actuelle, en tout cas dans la chorégraphie, est fondamentalement interactive, et c'est pour ça qu'il y a une coprésence obligatoire. Voilà. Alors peut-être après au niveau de la musique, c'est pour ça que j'ai après développé art vivant, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses du coup qui se jouent dans cette coprésence obligatoire. Mais est-ce que vous ne concevez pas qu'une personne puisse danser tout simplement, par exemple, par inspiration spirituelle, tout seul? Si c'est spirituel,
Rarement tout seul. Ouais. Tout simplement par plaisir, alors. Par plaisir, alors je pense qu'il y a souvent cette question du regard, quelque part. Le regard n'a pas besoin d'être physiquement présent pour être là. Voilà, c'est vrai qu'en réfléchissant avant de vous poser la question, c'est vrai que je me suis dit que j'hésiterais même à poser la question, est-ce que la danse pourrait exister au départ si on le regarde de l'autre. Ça c'est vrai. Donc, une fois qu'elle existe, peut-être que le regard n'est pas toujours nécessaire, mais c'est vrai que si on va... Moi je ne peux pas imaginer que la danse ait pu naître dans toute société humaine seul. Je ne vois pas quelqu'un qui s'en va dans la bouffe et qui commence à danser. Évidemment, c'est quelque chose de très social aussi. Mais bon, je voulais juste avoir... c'est peut-être une vision très... Non, mais je voulais juste vous poser cette question pour voir ce que vous en pensez. Voilà, merci. Merci à toi pour cette riche intervention. J'ai eu déjà quelques éléments de réponse, mais peut-être une précision sur deux petites choses. Tout à l'heure, tu as parlé des danses informelles. Bon, je pense que tu les as évoquées, mais tu n'es pas allé en profondeur. Et ce que je voulais savoir à ce sujet, quels sont les regards que portent ces peuples vis-à-vis de ces danses informelles qui apparemment renvoient, entre guillemets, à la tradition. Et puis, en même temps, y aurait-il dans ces contextes-là des enjeux qui seraient de l'ordre de l'interprétation ou peut-être, je sais pas moi, par rapport à, comment on va dire ça, à la réception, à la transmission. Est-ce qu'il y a des enjeux dans ce contexte de musique informelle, de danse informelle? Et s'il y en a, c'est de quel type Alors en fait, la notion de danse informelle était le point de vue des touristes qui différenciait justement la danse touristique et la danse informelle. Cette différenciation, elle n'existe pas chez les Wedaabe. C'est le regard de ces voyageurs qui sont associés, qui disent il y a les danses touristiques et il y a les danses dites informelles et on va aller aux danses informelles, les danses de nuit. Les Wedaabe, eux, pour eux, il n'y a pas cette différenciation-là. Pour eux, c'est toutes des danses. Alors sur ces danses-là, dites traditionnelles, il faut savoir qu'en fait, on cristallise le regard sur deux danses. En fait, vous avez vu deux danses différentes, mais il y a 8 danses en tout. Et donc, il y a notamment toutes les danses de nuit que les Wedaabe font dans un cadre notamment d'amusement, etc. Donc, c'est là aussi où il y a toutes les danses de possession, voilà. Chez les Wedaabe, il n'y a pas de sous-catégorie à Fidjo, mais il y a une hiérarchisation. C'est-à-dire, il y a les danses les plus importantes et il y a les danses les moins importantes, ce qui n'est pas tout à fait formel et informel. Et donc, les danses les plus importantes, c'est les danses où il y a une démonstration de la beauté physique. Et les danses les moins importantes, c'est les danses qui sont faites pour l'amusement. Et du coup, concernant cette transmission, elle est, alors chez les Wedaabe, elle est sous une forme en fait, le soir au campement, les enfants ne dorment pas avec les parents, ils se retrouvent et ils apprennent en fait entre eux. C'est pas du tout une transmission d'adultes à jeunes. C'est une transmission entre pairs, ils regardent lors des fêtes et c'est comme ça qu'ils s'apprennent avec effectivement les plus grands. Et du coup, il y a une transmission qui est en fait basée sur une conception mobile de la tradition. Donc, je vais reprendre très rapidement. C'est-à-dire que pour les Wedaabe, la tradition, c'est ce que les Wedaabe ont trouvé en s'éveillant. C'est-à-dire qu'une danse qui est apparue dans les années 60-70 va être traditionnelle pour les jeunes parce qu'ils disent « je l'ai trouvée en m'éveillant ».
Et elle va être considérée comme non traditionnelle par les anciens parce qu'ils disent moi je l'ai vue apparaître. Et donc une danse s'intègre dans une génération dans la tradition sans remettre en question la notion de tradition pour eux. C'est-à-dire qu'en fait ils ont une conception de la tradition mobile. Et donc en fait c'est un apprentissage qui est plus basé sur la réception que sur la transmission. Voilà. En réalité, l'observation, c'est une notion fondamentale. Bien sûr. Une notion très très importante dans, je veux dire, dans la plupart, chez de nombreux peuples d'Afrique. De toutes les façons, la transmission, si ça s'effectue par ce premier, c'est un point nodal de la transmission de savoir et de connaissances. Et jamais on apprend à un enfant, tiens, viens, je vais t'apprendre ci parce que je voulais t'apprendre. On laisse aux enfants observer et les adultes observent ceux qui savent observer. Et seulement à ceux qui savent observer qu'on donne un peu plus qu'aux autres. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là-dessus, c'est un paramètre qui est vraiment fondamental, peut-être qu'il faudra creuser. Et, bon, je vais arrêter là parce que c'est avec des oppositions et des croisements de concepts, c'est celui de la mobilité. Parce que finalement, il y a peut-être un espace qui est plus statique que l'autre, qui est celui des Wodabé, qui bouge à peine, mais peut-être que là, le concept de mobilité et de geste aussi est à questionner. Mais par rapport aux touristes, par rapport aux officiels, il y a une mobilité dans l'espace qui est étonnante par rapport à l'aspect statique des Wodabé. Est-ce que c'est quelque chose qui est souvent, qui est normal, ou c'est uniquement dans ce genre d'événement qu'on voit ça? Non, les danses des Wodabé sont fondamentalement statiques. Ce qui a posé un certain nombre de problèmes dans les festivals, parce qu'ils avaient, par exemple, pour vous dire très concrètement, pour l'anecdote, ils avaient des défilés à faire. Et il y avait un gros problème parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre le défilé. Et donc, l'organisateur m'a dit, mais des nomades, ça marche. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui est aussi un élément de cette idée de cette danse qui serait un reflet. Et on se rend compte que c'est pas forcément un reflet et beaucoup de choses se passent fondamentalement ailleurs. Donc, cette dimension des Wodabé est plutôt... pour eux, en tant que peuple nomade, un moment on va dire d'ancrage, un moment d'ancrage dans l'espace. Voilà, fondamentalement d'ancrage dans l'espace, et ça se retrouve dans pratiquement toutes les danses. Il y a vraiment des très peu de déplacements, et par contre la répétition d'un même geste, puisque ces danses que vous avez vues durent 3 heures avec le... Alors on peut s'entendre sur le même geste, c'est en fait plus compliqué qu'un même geste, mais il y a finalement un rapport entre espace et temps qui est fondamentalement à travailler. Et donc ce sont des danses absolument statiques, et qui travaillent du coup sur la verticalité et l'équilibre.